Bonjour à tout le monde, bienvenue dans ce webinaire EBP ce soir sur le raisonnement clinique avec Raphaël Grelet. Raphaël, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci pour ta préparation de ce webinaire qui va durer à peu près 1 heure, qui sera disponible en replay. On va prendre les questions à la fin. À tous ceux qui sont avec nous en live, n'hésitez pas à poser vos questions dans la petite fenêtre conversée. Je récolterai vos questions et on les posera à Raphaël. Peut-être que Raphaël, tous les quarts d'heure, on prendra peut-être une question. Bien Comme sûr. ça, si ça te va, j'essaierai de trouver le moment opportun pour te la poser. Comme ça gardera la chose Ouais. assez interactive. Donc tous les quarts d'heure, une petite question, et puis à la fin, on prendra toutes vos questions. En tout cas, merci à toutes et à tous d'être là, de France, Belgique, Suisse et aussi de Côte d'Ivoire. Ce soir, bienvenue à tout le monde. Très heureux de vous recevoir dans ce webinaire EBP. Donc, juste pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Flavio Bonnet, je suis un des 3 cofondateurs de l'agence EBP. L'agence EBP, qu'est-ce qu'on fait? On a un organisme de formation qui faisons venir à vous les meilleurs intervenants internationaux et francophones, parmi les meilleurs en tout cas, et on est très content de compter Raphaël dans l'équipe des formateurs francophones. Voilà, vous savez qu'on a des parcours en e-learning et des parcours en présentiel. Et on est très actifs sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. On essaie de vous transmettre énormément de connaissances, de synthèse de la littérature, et tout ça de façon un peu fun et un peu légère. Mais ce sont des choses quand même très sérieuses qu'on approfondit énormément. Donc voilà, c'est ce qu'on aime faire dans la vie. On essaye de vous le transmettre avec beaucoup de joie de vivre et d'énergie pour le quotidien au cabinet. Donc voilà. Raphaël, c'est à toi. Merci beaucoup encore et je te laisse la Merci beaucoup, parole. Flavio. Très bien. Je suis très heureux de faire ce webinaire avec vous. Donc, je m'appelle Raphaël Grelet, je suis kinésithérapeute. Je vais présenter un tout petit peu mon parcours juste après. Mais avant ça, je voulais vous dire que je voulais faire quelques remerciements parce que voilà, je suis très flatté que Flavio parle du fait qu'il essaie de faire venir les personnes parmi les meilleurs. Ben voilà, il y a d'autres personnes que j'ai citées là qui sont vraiment très compétentes sur le sujet dans notre profession ou autour de notre profession. Et je vous invite vraiment à leur parler de raisonnement clinique si vous avez l'occasion de les croiser en congrès, parce que ça promet des discussions très intéressantes. Alors, pour me présenter un petit peu, voilà, je vais me présenter moi, et puis après, je vais parler de la conférence et donner quelques précautions et remarques. Donc moi, je suis kiné diplômé de Marseille en 2013. J'ai fait ensuite plutôt le kiné libéral, et j'ai passé ensuite un master dans ce qu'on appelle la didactique professionnelle, c'est l'analyse de l'activité dans un but pédagogique. C'est beaucoup de sciences humaines et sociales, et j'ai fait un mémoire centré sur justement l'activité de diagnostic. En parallèle, je suis enseignant à l'école universitaire de kinésithérapie Centre-Val de Loire, c'est-à-dire l'université d'Orléans. Et avec mes collègues, on travaille beaucoup sur le raisonnement clinique, donc on est vraiment toute une équipe à avoir affiné nos connaissances et nos savoir-faire pour essayer d'enseigner le raisonnement clinique et enseigner aussi avec le raisonnement clinique. J'ai un lien d'intérêt à déclarer, c'est que l'agence EBP m'a proposé de réaliser une formation sur le sujet du raisonnement clinique en fin 2022. Je crois qu'on avait défini la date qui était le 30 septembre, 1er octobre, un truc comme ça. Et voilà, ça c'était à propos de mon parcours à moi. À propos de la présentation, donc effectivement, c'est un sujet que je maîtrise bien, c'est un sujet que j'apprécie beaucoup, je peux en parler 8 heures de suite non-stop, mais je suis pas parmi les plus experts, hein. Il y a des personnes qui ont vraiment fait des recherches beaucoup plus approfondies, qui ont consacré leur vie au sujet du raisonnement clinique, et je suis pas à leur niveau. Mais je pense que ma place, il faut plutôt la voir comme une place de pédagogue qui a une bonne compréhension globale du sujet, mais voilà, je pourrais pas vous apporter des subtilités autant que des chercheurs, par exemple. Je voulais vous dire que ma compréhension de ce sujet, comme plein d'autres, elle évolue constamment. Alors, je vous invite à ne pas prendre ce que je dis comme quelque chose de figé, mais plutôt comme un flux de pensée attrapé en plein milieu de sa mise à jour. Alors, cette phrase-là, cette expression, je la tire de vulgarisateurs scientifiques comme Julia Galef, David Louapre.
Et elle a été rédigée par une personne qui s'appelle Devon Zweigel. Bref, prenez ce que je dis comme un flux de pensée attrapé en plein milieu de sa mise à jour, et si on se retrouve dans 2 ans, il y aura probablement des choses qui auront changé. Et puis, je vais vous indiquer en haut à droite de chaque diapositive mon niveau de certitude pour ce que je vous dis. Si c'est proche du maximum, ça veut dire que j'ai vraiment confiance dans ce que je dis parce que c'est soutenu par des travaux de recherche qui sont nombreux, qui sont rigoureux et qui sont convergents. Et quand ça sera moins élevé, ce sera plus des anecdotes, des interprétations personnelles, des suppositions, des extrapolations, en tout cas des éléments qui seront beaucoup moins soutenus scientifiquement. Et puis, on pourra noter que je diffuse tous mes travaux sous licence Creative Commons. Donc voilà, à réutiliser si vous pensez ça pertinent. Alors, avant même de commencer, on va se poser la question de qu'est-ce que c'est le raisonnement clinique. Bon, on va éclairer cette question avec 2 expériences de pensée concrètes. Imaginez que vous recevez un patient de 25 ans pour une lombalgie commune. Il fait du tennis 4 fois par semaine, et puis vous vous rendez compte qu'il faut renforcer ses extenseurs du rachis. Et ensuite, plus tard dans la journée, vous recevez une patiente de 65 ans qui est sédentaire pour une lombalgie commune. Vous vous rendez compte qu'il faut renforcer ses extenseurs du rachis. C'est une question voilà, un peu rhétorique, mais est-ce que vous appliquez les mêmes modalités de renforcement musculaire dans les 2 cas? C'est-à-dire, est-ce que vous mettez la même charge de renforcement musculaire dans les mêmes conditions d'autonomie? Je pense que non. J'espère que non, en tout cas. J'espère qu'au moins, vous faites varier les charges, avec des charges peut-être plus légères pour la patiente sédentaire que le jeune sportif. Et puis, j'imagine que le dispositif que vous mettez autour va être plus, je sais pas, plus soutenant avec cette personne sédentaire qu'avec une personne sportive. Bref, on pourra en discuter, mais c'est un exemple. Alors, un deuxième exemple, vous recevez un patient de 30 ans suite à une fracture du radius. On y est à J45 et le patient a encore une attelle. Le patient, il est sportif, il dort bien, il n'a pas de douleur depuis 2 semaines et il est autonome dans son quotidien. Et sa question, c'est est-ce que je peux enlever mon attelle? Ah oui, autre exemple. Et plus tard dans la journée, vous recevez un patient de 70 ans suite à une fracture du radius. On est à J45 et il a encore une attelle. Mais cette fois, le patient est sédentaire, il fume, il a un diabète de type 2, il dort plutôt mal depuis son accident et il a des douleurs à 2 sur 10 au repos et il vous pose la même question, est-ce que je peux enlever mon attelle? Est-ce que vous adoptez la même attitude? Pour moi, ça me semble évident qu'on ne va pas agir de la même manière dans les 2 cas. Dans le premier cas, il y a un ensemble d'indices qui nous amènent à être confiants quant au sevrage de l'attelle et à la qualité de la consolidation. Dans le deuxième cas, eh bien, il y a le diabète, le tabac, le manque de sommeil et l'âge, qui sont des facteurs qui ralentissent la cicatrisation. Bon, le diabète, ça dépend s'il est bien traité ou pas, voilà, mais bref. Et donc, on va être beaucoup plus prudent. Alors, le raisonnement clinique, c'est quoi? Eh bien, pour avoir des soins efficaces, il convient de personnaliser les interventions proposées à chaque patient. Parce qu'on ne peut pas dire voilà la pathologie, donc voilà le traitement. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai parlé de 2 personnes qui avaient une lombalgie commune à qui il fallait faire du renforcement musculaire, mais ce n'est pas du tout la même chose qu'on doit faire avec eux. Donc, on ne peut pas dire voilà la pathologie, donc voilà le traitement. Alors, on pourrait dire, je vous mets une définition approximative pour simplifier et gagner du temps, que le raisonnement clinique, c'est l'ensemble des processus cognitifs qui permettent d'établir des diagnostics, certes, mais qui vont nous amener à guider les interventions et leurs modalités. C'est-à-dire que le raisonnement clinique, ça nous permet de savoir quoi faire, mais aussi comment le faire. Et c'est quelque chose qui est au service de l'efficacité de nos soins. Alors, et je mets bien une grosse croix pour insister sur cette phrase, gardez-la, mémorisez-la, on ne peut pas dire voilà la pathologie, donc voilà le traitement, c'est trop réducteur. Ça ne veut pas dire qu'on va rien tirer de l'information qu'est la pathologie, mais voilà. Alors, pourquoi donc ça, oh là, oui voilà. Pourquoi s'intéresser au raisonnement clinique? Parce qu'on a dit que c'était, on a décrit ce que c'était, mais pourquoi est-ce qu'on va s'y intéresser? Eh bien, pour fournir des soins de qualité, il est fondamental de savoir apprendre de ces expériences cliniques. Cet apprentissage-là, il passe par une démarche dont on pourrait parler aussi beaucoup, qui s'appelle la réflexivité. La réflexivité, c'est une forme de pensée sur ses propres pensées. C'est quand je réfléchis sur qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui avec la patiente ou avec le patient. Qu'est-ce que j'ai fait bref, sur quoi j'ai bloqué qu'est-ce que je pourrais faire mieux la prochaine fois. Ça, c'est une forme de ce qu'on appelle la métacognition qui fait partie du développement humain.
C'est-à-dire, le développement, c'est comment est-ce qu'on arrive à répondre aux problèmes qui nous sont posés dans la vie. Et ça, c'est le développement humain, ça commence à la petite enfance et ça se prolonge jusque l'activité professionnelle. Et il y a un outil pour ça, qui est au service de la réflexivité, c'est le langage. Je vous renvoie notamment au cours de Stanislas Dehaene sur le sujet au cours du Collège de France, et qui insiste sur l'importance du langage pour notre développement. Ça veut dire que poser les bons mots sur votre activité professionnelle, c'est réussir à faire plus de choses, plus vite, avec moins d'erreurs. Ça aide aussi à mieux communiquer avec ses collègues et à être plus apaisé dans votre pratique. Donc, en supposant que vous n'ayez jamais entendu parler de raisonnement clinique, moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un peu de passer de la marche à pied au vélo, ou alors de la marche à pied à la voiture, par exemple. Je ne vous dis pas où aller, mais je vous montre des outils, et là, c'est des outils intellectuels, pour aller plus rapidement. Donc, on pourrait passer beaucoup de temps à justifier l'importance du raisonnement clinique, mais on ne va pas développer pour gagner du temps. Mais moi, j'aimerais bien, là, à ce stade, avoir une idée de votre niveau de connaissance. Parce que moi, j'évolue dans ma bulle, en fait, j'ai du mal à savoir où vous en êtes. Et du coup, j'aimerais bien m'adapter à vos besoins. Et c'est pour ça, Flavio, si tu peux renvoyer le lien vers le WooClap. Moi, j'aimerais beaucoup pouvoir voilà, prendre la température de vos connaissances. Alors, je vais arrêter le partage d'écran, là, et je vais repartager l'autre. Voilà. Tu peux t'envoyer la question. Voilà, donc je t'envoie la question. Donc j'attends. Attendez, j'attends le nombre. J'attends que les personnes se connectent. Donc en fait, voilà, je ne sais pas si j'ai été très clair. Je vous propose de vous connecter avec un navigateur à l'adresse qui s'affiche ici, www.wooclap.com/RC Agence EBP. Comme ça, vous pourrez me dire votre niveau d'aisance avec certains sujets. Pour l'instant, je vois encore peu de participants. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Il vous suffit donc de cliquer sur le lien que je viens de mettre dans la conversation. Hop. Et vous pouvez répondre. Voilà. Hop, vous cliquez là-dessus. Et comme ça me permettra de mesurer un petit peu. Ouais, je ne sais pas si tout le monde le voit. Hop là. Il vient de disparaître, Raphaël. Oui, pardon. Alors. Est-ce que ça sera disponible après le Voilà, webinaire? ça y est. Ah, super. Bah, c'est bon. J'avais juste un petit bug d'affichage. Mais a priori, il y a 16 personnes déjà qui ont pu répondre. Donc là, la question que je vous pose, c'est à quel point êtes-vous à l'aise avec les notions suivantes? Si vous mettez une note proche de 1, ça veut dire que vous n'êtes pas à l'aise avec les notions. Si vous êtes à l'aise avec ces notions-là, vous mettez une note proche de 10. Donc là, je ne sais pas si on voit mon écran, il y a 23 personnes qui ont répondu. Ok, donc on voit que les concepts pragmatiques, c'est pas encore tout à fait ça. Le script clinique, ça manque un peu. Ok. Le BDK, les notions de complexité, d'accord. Ok. Donc ces notions-là, hein, je vous rassure, on les verra ensemble pendant toute la présentation. Donc tout le monde a l'air à l'aise sur ce que c'est que les hypothèses cliniques. Ok, script clinique, la modulation des options de traitement. D'accord. Ça marche. Eh bien, je mémorise tout ça. Je laisse la question ouverte pour les personnes qui auraient envie de continuer. Et je vais remettre le diaporama. Alors,
Merci beaucoup. C'était important pour moi parce que ça va me permettre d'aller plus vite sur certaines diapos et de m'attarder sur d'autres. Alors, au programme de ce soir, qui va du coup être modulé en fonction de vos réponses, on va faire d'abord un point sur le BDK, sur la démarche bilan diagnostic kiné. On va parler du PRC de Montréal, qui est un modèle de raisonnement. Et puis, bon, je ne vais pas vous lire la diapo, en fait, hein, il y a tout plein d'éléments. Mais voilà. Je vais faire juste une petite remarque avant de commencer. En sciences, un même objet de recherche peut être abordé par plusieurs disciplines. Et chaque discipline, elle produit ce qu'on appelle des modèles pour rendre compte de leurs travaux, pour rendre compte de comment fonctionne l'objet de recherche. En l'occurrence, pour nous, c'est le raisonnement clinique. Alors, il va y avoir certains modèles qui vont être plus précis et qui vont avoir de meilleures capacités descriptives de la réalité, et d'autres qui vont être beaucoup plus approximatifs, beaucoup moins, beaucoup moins précis, mais qui vont être plus pratiques, plus pédagogiques. Moi, ce soir, je vais plutôt faire le choix de vous présenter des modèles qui ne sont pas forcément les plus précis sur le plan épistémologique, strictement. C'est-à-dire l'épistémologie, hein, c'est la philosophie des sciences. Hein, en termes d'exigences scientifiques, ce ne sera pas forcément les plus précis, mais qui sont tout de même déjà basés sur la science, profondément, mais quand même assez pratiques et quand même utiles pour comprendre le raisonnement clinique. Donc le PRC de Montréal, par exemple, les catégories d'hypothèses de Jones et Rivette, ou bien les concepts pragmatiques, c'est des approches qui sont plutôt issues de sciences humaines et sociales, qui sont très pratiques. Vraiment, c'est hyper intéressant de réfléchir avec ça, mais elles sont un peu moins rigoureuses. Il y a quelques approximations à certains endroits, et voilà. À l'inverse, le raisonnement hypothético-déductif, l'approche bayésienne ou la théorie du processus, c'est plutôt issu de la neuropsychologie, de la psychologie expérimentale. Donc, c'est des modèles qui sont plus fiables, mais par contre, ils sont moins globaux, quoi. Ils ont un peu mis le microscope sur certaines parties du raisonnement et ils l'ont vachement bien décrit, mais ils sont moins pratiques, moins pédagogiques. Voilà. Et puis, donc le programme de la soirée, ça va être cet ensemble de modèles. Je vais plutôt mettre l'accent sur ceux qui sont pédagogiques et concrets, voilà, mais ils vont s'articuler les uns aux autres. Et on va ponctuer tout ça de tout un tas de précisions et de concepts pratiques. Alors, on va commencer avec ce qu'on appelle le BDK, en tout cas en France. Le BDK, c'est une approche historique et linéaire. C'est-à-dire que pour faire des bilans, l'approche historique de notre profession, c'était ça. L'idée, c'était de rencontrer le patient et puis de recueillir des informations de manière linéaire. D'abord, on fait l'anamnèse, puis un bilan articulaire, puis un bilan musculaire, cutané et trophique, sensitif, etc. Je ne sais pas s'il y a des personnes parmi vous qui s'en souviennent, mais normalement, c'est comme ça qu'on a appris à faire des bilans. Et ensuite, une fois qu'on a recueilli toutes les informations, on va décider quelles actions on va mettre en place. Et alors, je vais devoir le dire, malgré la violence de ces propos, je vais l'annoncer en m'armant d'une ressource qui fait autorité normalement, qui est une revue de littérature d'un chercheur qui s'appelle Mathieu Nendaz et ses collaborateurs, qui date de 2005 et que je vous mets dans les références, pour dire que en fait, cette stratégie de recueil d'informations, elle est ce qu'on appelle cognitivement inadaptée. Je suis désolé si c'est comme ça que vous pensiez raisonner. J'ai de très bonnes raisons de penser que c'est pas un modèle à suivre. Et ce modèle-là, il doit être abandonné ou bien relégué au rang de ce qu'on appelle une stratégie de recours. Je vais vous donner 3 arguments là-dessus, mais en fait, il y en a d'autres. Le premier argument, c'est que le recueil linéaire d'informations prend beaucoup trop de temps pour être utilisé en pratique. Je ne sais pas si ça vous parle, mais bref, j'ai l'impression que l'immense majorité des personnes à qui on a demandé de faire ce genre de bilan s'en rendent compte. On n'a pas le temps de recueillir toutes les informations d'un tableau clinique. Le deuxième argument, c'est que nos capacités cérébrales sont limitées, entre autres par ce qu'on appelle l'empamnésique. Alors, je voudrais vous proposer une petite expérience pour les personnes qui ne connaîtraient pas. C'est de retenir des nombres. Je vais vous citer une liste de nombres et je vais vous demander de les retenir sans prendre de notes et sans faire appel à des techniques de mémorisation particulières. Je ne sais pas si vous êtes prêts, je viens de vous jouer le jeu. Donc, je vais vous demander de retenir le nombre 3. Puis 7.
44, 13, 23, 8, 90, 54, 15, 21, 67, 43, 16. Bon, je me permets de supposer, il y a un moment où vous avez dû décrocher. C'est parce que notre cerveau, en fait, je vous ai mis face à un exercice impossible à faire. Voilà, notre cerveau, il a des capacités attentionnelles limitées. Il peut retenir un certain nombre d'éléments en mémoire qui est limité. En l'occurrence, c'est ce qu'on appelle l'empamnésique. Et en l'occurrence, c'est plus ou moins 7 éléments. En fait, c'est 7 plus ou moins 2. Au-delà de ça, en fait, on a besoin de stratégies particulières comme utiliser des prises de notes ou bien des méthodes de mémorisation. Et ça, c'est le principe d'un jeu télévisé, d'ailleurs, pour la petite parenthèse, qui s'appelle le Burger de la mort avec Alain Chabat, qui est très, très drôle. Et voilà, c'est juste pour dire que quand on fait le BDK, recueillir tout plein d'informations, c'est très dommage parce que on ne peut même pas les traiter, en fait. On ne peut même pas les mémoriser. C'est trop pour notre cerveau. Raphaël, tu nous entends? Est-ce que vous entendez Raphaël ou pas? Oui, c'est ce que je me disais. J'ai l'impression que ça a bugué. J'espère qu'il avait branché son PC. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a eu un problème technique aussi. Encore un coronavirus. Ok, à tous les coups, il n'a pas dû brancher son PC sur le secteur, j'imagine. Écoutez, je suis désolé, je vais meubler ça sans aucun problème. Je prends le relais. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous présente? Est-ce que vous voulez que je vous présente une petite étude sur le CrossFit, par exemple? Ça vous irait, ça? Non, je vais vous faire un truc plus sympa. Et je vous fais raisonner. Euh, Ouais, sur la formation modique, je t'en parlerai à la fin, Luce, si tu veux. Je vais essayer de faire un truc intéressant le temps que Raphaël se remette en lice. Vraiment désolé pour ça. C'est la première fois que ça arrive, mais vous inquiétez pas, j'ai toujours quelque chose en stock. Alors, est-ce que tout le monde m'entend bien? Ouais, vous voyez le truc? Pas de souci. Alors, juste un petit truc hyper important. Moi, je trouve que dans notre rapport au patient, la salle d'attente est hyper importante. Vous voyez là, vous voyez notre salle d'attente à Paris et elle est extrêmement minimaliste, n'est-ce pas? Elle est vraiment très simple. L'idée, c'est vraiment de recentrer les gens sur eux-mêmes, faire en sorte que voilà, ils soient apaisés et on essaie vraiment de faire voilà, quelque chose de très simple, très neutre, et ça donne tout de suite le ton de votre cabinet, la façon dont vous allez agencer votre salle d'attente. Ensuite, voilà comment nous, on organise notre première séance au cabinet, là. À Paris, on prend 1 heure pour recevoir les patients et dans les 5 premières minutes, là, on va faire le dossier, la carte vitale, etc. On prend photo l'ordonnance, corps. Après, on a 20 minutes d'interrogatoire où là, on essaye de prendre des informations. Et puis là, Raphaël va vachement vous en parler dès qu'il reviendra. On prend des informations sur voilà, le patient. Et le meilleur truc que je peux vous recommander de faire, c'est de poser une question ouverte. D'accord? Et souvent, moi, ce que je pose comme question, c'est qu'est-ce qui vous amène au cabinet? Et j'aime bien laisser voilà, les gens complètement s'exprimer par rapport à ça. Et ici, à la fin de mon interrogatoire, donc évidemment, je vais compléter avec d'autres questions, je veux avoir une hypothèse diagnostique.
d'accord, parfois plusieurs, que je vais confirmer ou infirmer par l'examen clinique. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez important d'avoir ici une hypothèse diagnostique. Vous confirmez avec votre examen clinique et vous faites jouer les probabilités. Et enfin, généralement, là, quand je reçois des coureurs, moi, pareil, parce que je reçois beaucoup de coureurs, j'ai une évaluation, un temps d'évaluation biomécanique sur tapis, où voilà, on va évaluer la cadence, la pose du pied au sol, pas mal de paramètres. On fait des vidéos également. Et puis, on finit par un temps d'éducation et de prescription d'exercice. Donc voilà, j'ai l'impression que Raphaël est revenu. Raphaël, tu peux me dire? Ouais, c'est bon, est-ce que tu m'entends? C'est bon? Ouais. Ouais, Le temps de remettre en liste, je ne sais pas, il s'est passé quoi? je sais pas, des connexions Internet. D'accord. Ouais. Je finis juste avec ça, juste pour la connaissance de tout le monde. Donc, je vous recommande de commencer avec une question ouverte, comme je disais juste avant, avec une prise de notes synchrone, c'est-à-dire en fonction de ce que vous dit le patient, et non pas de façon linéaire, comme présenté Raphaël sur le modèle du BDK juste avant. On va essayer de déterminer des objectifs avec le patient de façon smart, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et timé dans le temps. Très important cet acronyme et cette notion-là. Chose hyper importante, les professionnels de santé, on coupe nos patients environ toutes les 23 secondes. C'est vraiment une catastrophe parce que pourquoi est-ce que les gens se tournent vers les médecines alternatives? C'est souvent parce qu'ils n'ont pas le sentiment d'être écoutés par les professionnels de santé. On les coupe toutes les 23 secondes alors que les gens, quand on leur pose une question ouverte, vont résumer leur situation et leurs problèmes en 92 secondes. Et ça, c'est des données rapportées dans la littérature. Donc, en 1 minute 30, globalement, la majorité des patients va résumer son problème et c'est vraiment une opportunité hyper importante pour eux de s'exprimer sur leurs problèmes de santé. Donc voilà. Voilà des petites notions. C'était juste pour meubler le temps que Raphaël, Yes, tu veux bien me renommer hôte? Voilà, oui, je te remets hôte. J'espère que ça vous a intéressé, tout le monde. Désolé pour ce petit aléa du direct, mon cher Guilux. Oui, Tout à fait. Ne vous inquiétez pas, j'ai quelque chose en stock pour vous. Et on va reprendre exactement où est-ce qu'on vous a laissé tout à l'heure, c'est-à-dire au BDK. exactement. Donc, ouais, et je vais remettre ma caméra. Je vous expliquais tout à l'heure du coup que en fait, il y a une revue de littérature de Nandaz et ses collaborateurs qui montre que quand on force les gens à raisonner de manière linéaire, en fait, ils font plus d'erreurs cliniques. Donc en fait, c'est pas comme ça qu'on raisonne. Alors, on va commencer avec un premier modèle qui va nous donner un cadre global, et ça va être le processus de raisonnement clinique de Montréal. C'est une modélisation qui a été faite par un auteur, un chercheur qui s'appelle Bernard Charlin, du Canada, du Centre de pédagogie appliquée aux sciences de la santé de Montréal. Et en fait, ça va être notre point de départ pour discuter du raisonnement clinique. Il y a un MOOC à ce sujet qui s'appelle Processus de raisonnement clinique sur une plateforme qui s'appelle edulib.org. Et donc, on va voir le schéma principal qui donne une vue globale de ce qui se passe. Je vous préviens juste, ce n'est pas forcément des plus light, mais ce qui est intéressant, c'est que ce schéma, il présente différentes étapes en fait dans le raisonnement clinique. Voilà, ce que je suis en train de vous dire, c'est ici. Et donc, voilà, ce que je vous demande de regarder, c'est les ovales en fait. Quand on commence, il faut regarder le schéma de gauche à droite et de haut en bas. Et dans l'idée, quand on commence une rencontre clinique, eh bien, il va se passer d'abord l'étape où on va identifier des indices dès les premiers instants. Ça va nous donner des données initiales, ça va nous amener à déterminer les objectifs de la rencontre et catégoriser pour décider de l'action. C'est 3 étapes qui peuvent aller très vite, mais qui sont importantes dans la rencontre de soi. Ensuite, on va mettre en œuvre les actions appropriées, donc mettre en place une intervention qu'on va évaluer par la suite. Et si besoin, c'est une étape facultative, si jamais on bloque, qu'on n'arrive pas à catégoriser pour savoir comment agir, eh bien, on peut utiliser des stratégies de recours. Ce schéma-là, c'est assez global. On peut remarquer qu'en dehors de la séance, on va avoir des processus où on va organiser les connaissances pour l'action clinique et réguler le processus, c'est-à-dire qu'on va tirer des expériences de ce qu'on a vu, et puis on va revenir dessus. Tout au long de la rencontre, il y a ce qu'on appelle une représentation, c'est-à-dire une sorte d'image mentale, une image cognitive qu'on se fait de la situation de soi.
voilà, on va pouvoir se focaliser notamment sur une étape. Je vais parler des indices dès les premiers instants juste après, mais on va se focaliser sur les objectifs de la rencontre. Qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, déjà que c'est une étape très importante, parce que même si les objectifs peuvent paraître assez évidents, eh bien, on a souvent énormément de surprises en interrogeant les patients de manière ouverte. Par exemple, si vous posez une question très large comme bon, eh bien, qu'est-ce que vous attendez des séances de kinésithérapie? Alors même qu'on pourrait s'attendre à ce que les patients disent bah, je veux plus avoir mal ou je veux pouvoir reprendre le travail. En fait, souvent, il y a beaucoup de nuances dans ce que les patients amènent. Et je vous invite à ces questions ouvertes, comme tu le suggérais d'ailleurs dans l'entracte, Flavio. Et donc, et voilà. Et ces questions ouvertes, ça révèle que les objectifs sont souvent plus spécifiques que ce qu'on croit et surtout qu'ils ont de nombreuses dimensions, en fait. Alors, ce que je vous montre là, c'est un des schémas secondaires du processus du raisonnement clinique. Et il montre aussi que les objectifs, on les définit en fonction du patient, bien évidemment, mais aussi des éventuels professionnels de santé qui accompagnent ce patient, les informations venant des tiers, donc les aidants par exemple, la famille, et puis les besoins que nous, on identifie au début de la séance. Une autre remarque que je trouve assez intéressante, que je dois à Michel Géda, c'est cette sorte de Michel Géda qui nous avait fait une formation sur le sujet, c'est ces sortes de schémas-là que je vous montre ici. On pourrait l'initier en disant que ce qui nous fait souffrir dans la vie, c'est la différence entre nos attentes et la réalité. Voilà, si vous vous levez le matin et que vous vous attendez à passer une journée nulle, bon, ben, vous ne serez pas trop surpris, ça va être relativement logique. Si vous attendez à passer une super journée et que finalement votre journée est complètement nulle, eh bien là, vous allez en souffrir plus. Donc c'est un peu philo, mais je trouve importante cette phrase, elle m'aide beaucoup au quotidien. Ce qui nous fait souffrir, c'est la différence entre nos attentes et la réalité. Et d'une certaine manière, c'est un peu ce qui justifie la rencontre avec les patients. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que là, en abscisse, on voit le temps et en ordonnée, on voit deux choses. Il y a les attentes des patients qui sont représentées en bleu et les capacités du patient qui sont représentées en rouge. Les patients viennent nous voir à un moment donné parce qu'ils ont besoin de notre aide pour qu'on les aide à faire quelque chose, pour qu'on les aide à obtenir leurs attentes, entre guillemets. Donc, c'est pas quelque chose de très précis, ça peut être très complexe, c'est multidimensionnel, c'est un projet de soins, c'est un projet de vie. Mais notre action en tant que rééducateur, elle se place dans ce rapport-là. Donc, en fonction de la situation, on peut faire deux choses. Soit on peut augmenter les capacités du patient pour l'amener à atteindre ses attentes, soit, si ce n'est pas possible, on peut amener le patient à moduler ses attentes, c'est-à-dire eh bien, lui faire accepter une situation. Si on prend un exemple un peu fort qui va être la paraplégie, par exemple, une personne qui a un accident et qui se retrouve paraplégique du jour au lendemain, eh bien, il y a de fortes chances que la personne, elle, ses envies, c'est qu'elle puisse continuer une vie comme avant. Mais on peut voir sur ce schéma qu'il y a eu un accident avec la flèche, avec l'éclair rouge. Il y a eu un accident qui a fait que elle n'a pas les capacités pour mener la vie comme avant. Donc on va faire tout ce qu'on peut pour augmenter les capacités du patient. Et comme ça va s'arrêter au bout d'un moment, eh bien, ça ne va pas retourner à l'état antérieur, dans le cas de la paraplégie. Eh bien, on va accompagner la personne pour faire le deuil de ses capacités. Rien que ça, cet accompagnement-là, pour moi, ça justifie la dimension humaine de notre métier, mais ce n'est pas le sujet de la présentation. Un deuxième zoom qu'on peut faire sur ce schéma, c'est sur les ovales, identifier les indices dès les premiers instants et catégoriser pour décider de l'action. Alors, pourquoi on va en parler là maintenant? C'est parce qu'ils sont liés à un mode de raisonnement auquel vous vous attendez probablement, qui est la logique hypothético-déductive. C'est-à-dire que c'est pas toujours comme ça qu'on fonctionne, mais globalement, on a tendance à raisonner en situation clinique sur un mode hypothético-déductif. C'est-à-dire que le patient arrive et on commence une situation de soin. Dans cette situation, on va identifier certains indices qui vont nous faire générer des hypothèses dès les premiers instants. Et ces hypothèses, on va les valider ou les invalider pour mettre le patient dans des catégories.
c'est un mot qu'on pourrait dire, c'est que ce qui fait passer les indices dès les premiers instants aux hypothèses, qui amène à générer des hypothèses, c'est ce qu'on appelle un jugement de similarité. C'est-à-dire que on repère un truc, on repère un gonflement, on repère une manière de marcher, ou bien la personne nous dit quelque chose, et ça nous fait penser de manière associative, ça nous fait penser à des problèmes qu'on a connus, et c'est ça, les hypothèses. Quand on parle d'hypothèse, on peut très bien parler de pathologie du patient, mais on peut aussi parler d'autres trucs. Ça peut être une famille de pathologies ou des syndromes particuliers, on va revenir dessus. Alors, on va prendre un exemple. Si on vient avec un patient, enfin si on rencontre un patient qui a une douleur au coude, on peut, alors j'ai fait quelque chose de très approximatif, hein, on peut imaginer que cette douleur, elle peut être due à une fracture, une tendinopathie, une arthrose, une névralgie cervico-brachiale, une lésion myo-aponeurotique, une irritation nerveuse locale. Hein. Bon, bref, je suis pas sûr même de la bonne, que ce soit la bonne terminologie, mais dans l'idée, on génère des hypothèses. Et puis, on va recueillir des informations. Ces informations, on va les recueillir, on va revenir dessus, on va les recueillir non pas en balayant large, on va les recueillir de manière ciblée. On va poser des questions de manière orientée pour permettre de valider ou invalider ces hypothèses. Et donc, il y a certaines informations qui vont amener, qui vont confirmer certaines hypothèses, d'autres informations qui vont infirmer, qui vont avoir tendance à infirmer ces hypothèses. Et donc, au fur et à mesure qu'on avance, on va recueillir des informations jusqu'à avoir à la fin une hypothèse finale. Donc là, c'est un exemple d'hypothèse de pathologie, mais encore une fois, c'est pas que des pathologies. Et voilà. Et une fois qu'on a identifié cette hypothèse, eh bien, on va pouvoir en faire des choses. Et on reviendra là-dessus tout à l'heure. Au final, c'est un peu comme un jeu de qui est-ce. Je ne sais pas si vous avez joué à ça quand vous étiez plus jeune, mais dans l'idée, il y a une personne que la personne en face doit deviner, et un personnage, et donc du coup, elle pose des questions pour savoir qui c'est. Sauf qu'en fait, au lieu de, comme dans le jeu qui est, on pose des questions, est-ce que la personne a un chapeau ou une moustache? Eh bien là, on va poser les questions, est-ce qu'il y a des douleurs après l'effort, ou est-ce qu'il y a une reproduction des symptômes à l'étirement dans tel sens, ou des choses comme ça. Alors, ces hypothèses, c'est vraiment important parce que, en fait, je vais vous poser la question directement. Vous, qu'est-ce que vous voyez sur cette image? Est-ce que vous voyez plutôt un canard avec le bec ici et avec l'œil ici, avec l'arrière de la tête ici? Ou est-ce que vous voyez plutôt un lapin avec les oreilles là et l'œil ici et le museau ici? Je ne sais pas si vous l'aviez déjà vu, mais en tout cas, on peut vraiment switcher dans notre regard sur qu'est-ce qu'on voit dans cette image-là. Mais la question que je voudrais vous poser, c'est que verrait une personne qui n'a jamais vu de canard? Je veux dire, est-ce que vous pensez qu'elle serait en capacité de voir le canard ou pas? Ça vient se compléter en regardant l'image de ce mur. Je vous laisse observer, je vous laisse regarder. Je ne sais pas si ça le fera comme effet, mais avant que quelqu'un nous fasse remarquer qu'il y a un cigare planté dans le mur, avec ici le bout du cigare et là le corps du cigare, on va dire, et il est planté ici dans le mur, avant qu'on nous le nomme, avant qu'on le fasse remarquer, eh ben, on bug, on regarde ça et on se dit qu'il y a soit rien de particulier, soit quelque chose de bizarre, mais en tout cas, on a du mal à faire des liens. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, je vous parlais en introduction de l'importance du langage. Le langage, c'est important parce qu'il peut structurer nos perceptions. Et en l'occurrence, là, c'est des exemples un peu hors clinique, mais si vous ne connaissez pas l'existence d'une pathologie ou d'un syndrome, eh bien, il est possible qu'il soit sous vos yeux pendant longtemps sans que vous vous en rendiez compte. Voilà. Ça, c'est un peu une sorte de petite remarque par rapport à un discours qu'on peut entendre. Moi, j'avais des profs à l'école qui disaient « la kiné, c'est que de l'anatomie ». Et si ce n'est qu'à moi, je vous donnerai votre diplôme à la fin de la K1 quand vous connaissez toute la note. En fait, non, c'est faux. C'est faux parce que connaître des entités cliniques, connaître des hypothèses cliniques, ça structure nos perceptions et ça nous permet de les reconnaître après dans la pratique. Je fais une autre parenthèse, mais à l'heure où notre profession de kiné va vers un accès direct en France, t'en parlais avant la conférence Flavio, eh bien une de nos priorités, ça va être d'apprendre les problèmes qui sont graves et qui ne relèvent pas habituellement de la kinésithérapie, auxquels on va être confronté si l'accès direct est accordé au kiné de manière plus massive.
C'est-à-dire qu'il y a des patients qu'on n'avait pas l'habitude de voir parce qu'ils étaient triés, filtrés par les médecins et qui présentent comment dire, des présentations cliniques, voilà, des présentations cliniques auxquelles on n'est pas habitué et auxquelles qu'on va devoir apprendre à gérer. Et ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à se créer de nouvelles hypothèses dans notre tête pour les reconnaître et savoir les trier. Bref, je vais fermer la parenthèse. Je vais faire quelques remarques sur la logique hypothético-déductive. Déjà, on peut dire que les hypothèses ne sont pas toutes générées dès le départ, dès les premiers instants. Ça peut venir en cours de route. Hein. Voilà, ça ne casse pas des briques, mais je voulais vous le dire. Ensuite, je voulais vous dire qu'il ne suffit vraiment pas d'une seule information pour valider ou invalider une hypothèse. Pourquoi? Parce que les informations, elles sont plus ou moins fiables. On va plutôt considérer les différentes informations comme des indices. Voilà, et ça va être plutôt ce qu'on appelle les faisceaux d'indices, c'est-à-dire quand il y a plein d'informations qui sont isolément, qui ont peu de valeur isolément, mais qui sont mises ensemble, et qui sont cohérentes, que ça va nous aider à valider ou invalider une hypothèse. Mais il peut y avoir aussi des fois des informations qui sont beaucoup plus robustes, comme des tests cliniques dont on a mesuré la valeur métrologique et donc qui nous permettent d'avoir beaucoup plus de certitude sur une situation. On va revenir là-dessus, sur cette notion-là. Je vais aussi rappeler que ce ne sont pas que des hypothèses de pathologie, il y a aussi des hypothèses sur plein d'autres éléments du tableau clinique, comme son état émotionnel, son niveau de soutien social, sa motivation, son hygiène de vie, ou encore des catégories de pathologies, ou bien des sous-classifications de pathologies. On va revenir là-dessus un peu plus tard. On va noter, comme je vous le disais tout à l'heure, que le recueil d'informations dans le bilan, il est orienté par les hypothèses. Et c'est ça qui va faire qu'on va gagner du temps, parce qu'on va chercher essentiellement, on va chercher surtout les informations qui ont de la valeur, qui vont nous permettre de discriminer les hypothèses, et on ne va pas perdre du temps avec des informations qui ont peu d'intérêt. La plupart du temps, c'est contre-productif de partir à la recherche d'informations sans avoir aucune idée de ce qu'on cherche, de recueillir plein d'informations à l'aveugle. La plupart du temps. Éventuellement, au début des séances, en posant un peu des questions de manière systématique, mais il faut que ce soit vraiment des évaluations globales, juste pour checker. Hein. C'est pas des informations fines qu'on va recueillir. Je voulais vous dire enfin que les hypothèses générées, elles doivent correspondre à des entités cliniques pertinentes. Parce que si je génère une hypothèse qui dit que c'est les ondes cosmiques de la Lune qui ont créé des douleurs dans son épaule, eh bien, on ne pourra pas vérifier cette hypothèse. Enfin, c'est une hypothèse qui est rattachée à rien. Ça peut vous paraître évident, mais voilà, il y a plein de fois où on fait appel à des entités cliniques qui, en fait, n'en sont pas vraiment. Et je me souviens d'ailleurs une conférence que tu avais donnée avec Chad Cook, Flavio, à Paris, où tu expliquais, il me semble que le syndrome du piriforme, par exemple, c'est une entité clinique qui est trop floue, qui ne correspond pas à quelque chose de suffisamment précis pour pouvoir en faire quelque chose. Eh bien, c'est un peu ça. L'exemple, il faut que on ait des entités cliniques pertinentes. Et pour ça, ça suffit pas, mais pour ça, on a les classifications internationales, comme la classification internationale des maladies, qui recense des entités cliniques pertinentes, ou bien la classification internationale du fonctionnement, qui recense aussi tout un tas d'entités cliniques qui nous intéressent, nous, particulièrement en tant que kinés. Cette idée d'hypothèse d'entité clinique pertinente, c'est comme si dans le jeu qui est, bien, on rajoutait des personnages qui n'existent pas ou qui sont à cheval sur deux autres. Bref, c'est pas pertinent. Je fais une parenthèse pour m'excuser parce que j'étais malade pendant 2 jours et donc j'ai une voix un peu nasillarde parce que voilà, je suis encore un peu enrhumé. Cette parenthèse étant faite, on peut passer au raisonnement bayésien. Ce raisonnement bayésien, déjà, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous suivez à peu près ce que je vous raconte. Flavio, tu pourras me faire signe si ça va trop vite. Ça a l'air d'aller, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Ok, ça marche. Je vous ai dit tout à l'heure que certaines informations faisaient varier les hypothèses de manière plus forte que d'autres. Eh bien, le raisonnement bayésien, c'est un peu une formalisation mathématique de ce phénomène-là. Et c'est un peu comme si c'est un peu l'idée en pratique de mettre les uns à la suite des autres cette sorte de
ces informations. Et bref, c'est une formalisation de mathématiques de ça je m'embrouille. Voilà, c'est une formalisation mathématique d'une combinaison de probabilités. Le raisonnement bayésien, c'est ça, c'est combiner des probabilités. Par exemple, si vous voyez dans votre agenda que vous allez avoir un patient qui vient pour un traumatisme au niveau de sa cheville. Bon, il va y avoir plusieurs hypothèses qui émergent dans votre tête. Vous allez vous dire, ça peut être une fracture, ça peut être une rupture tendineuse, ça peut être une entorse, ou bien ça peut être une lésion musculaire, une lésion myo-aponeurotique. Donc déjà, avant même de voir le patient, juste vous avez vu son nom sur l'agenda et le motif de consultation, vous avez peut-être une idée de la prévalence de ces maladies. Je vais même afficher le schéma. Vous avez peut-être une idée de la prévalence de ces maladies. Donc peut-être que l'entorse de cheville, c'est un truc plus fréquent, donc plus probable. La rupture ligamentaire, c'est moins fréquent, donc moins probable. La lésion musculaire, c'est pas trop à la cheville. Donc bref, vous avez peut-être une petite idée d'une sorte de hiérarchie entre les différentes hypothèses. Et puis là, vous allez dans la salle d'attente, vous accueillez le patient. Et au moment d'aller dans votre bureau, vous voyez qu'à plusieurs reprises, il pose son pied par terre. Bon, à ce moment-là, l'hypothèse de fracture, elle diminue pas mal. Ça l'élimine pas complètement, mais c'est moins probable qu'il y ait une fracture. À l'inverse, ça rehausse la probabilité des autres problèmes. Et puis après, vous testez les critères d'Ottawa pour la cheville, vous savez, pour détecter s'il y a besoin de faire une imagerie. Et en général, quand il y a une fracture, il y a besoin de faire une imagerie. Et ils sont négatifs. Et donc ça va quasiment éliminer l'hypothèse de fracture presque totalement. Puis après, vous demandez au patient où est-ce qu'il a mal, il pointe avec son doigt, et vous voyez que c'est pile poil en regard du ligament latéral, faisceau antérieur. Et donc ça augmente fortement la probabilité que ce soit une entorse de cheville classique, et ça diminue la probabilité que ce soit une rupture tendineuse ou une lésion musculaire. Et puis après, vous faites doucement une inversion du pied, et ça reproduit les symptômes, et donc là, c'est bon, hein, vous avez validé votre hypothèse, c'est une entorse de cheville, c'est pas une fracture, ni une lésion musculaire. Cette démarche-là qu'on fait au feeling, eh bien, c'est quelque chose qui pourrait se mathématiser, qui pourrait se mettre sur ce schéma qu'on appelle un homogramme de Fagan, ou Fagan, je ne sais pas comment on dit. On a à gauche la probabilité pré-test d'une hypothèse, et puis il y a une information nouvelle qui arrive. Cette information, elle a une force plus ou moins grande. Si elle a une force plus grande pour valider l'hypothèse, eh bien, elle va se rapprocher de ce qu'on appelle ici un ratio de ressemblance qui va être élevé, et donc ça va multiplier la probabilité, ça va augmenter la probabilité pour que le problème soit présent. Si à l'inverse, elle a peu de force, si elle a un ratio de ressemblance assez faible, eh bien, elle va peu modifier la probabilité. Vous voyez, il y a une information qui va être forte et une information qui va être faible. Et ça, c'est quelque chose qui peut se calculer. Alors ça se calcule en faisant au travers d'une approche, une science, une démarche, on va dire, qui est la métrologie. Donc c'est la science qui étudie la fiabilité et la validité des tests, en l'occurrence des tests cliniques pour nous. Voilà. Rapidement, vous savez que dans un test, il y a toujours des faux positifs et des faux négatifs. Ils ne sont jamais fiables à 100%. Mais c'est pareil pour toutes les questions qu'on pose aux patients. Il y a des questions qui vont être plus riches en informations, plus discriminantes en termes d'hypothèses que d'autres. Voilà. Bref, je voulais vous parler de ça, du raisonnement bayésien, et je voulais faire la remarque que, en fait, on utilise naturellement le raisonnement bayésien. Il semblerait que ce soit un phénomène important de notre développement cognitif. C'est vraiment dans notre cerveau, on fait comme ça. La question qu'on peut se poser, c'est comment on sait quand est-ce qu'une information vient valider ou invalider une hypothèse? C'est-à-dire que de la même manière qu'un jeu de qui est, où on a dans la tête l'image, en fait, on a sous les yeux l'image des personnages comme référence sur le plateau, eh bien, il se trouve que on a dans notre tête des objets cognitifs qu'on appelle des scripts cliniques. Alors, c'est ce que je viens de vous dire. Alors, des scripts cliniques, je vais vous lire la définition, c'est un ensemble d'informations associatives autour d'un objet. Voilà, la définition, c'est un réseau personnalisé de connaissances mobilisable pour l'action, qui reflète l'intégration par le clinicien de données scientifiques, de savoirs cliniques livresques et d'expériences acquises de cas antérieurs. C'est-à-dire que c'est parce que j'ai une image dans ma tête, c'est parce que j'ai comme référence dans ma tête ce qu'est une entorse de cheville, c'est parce que j'ai dans ma tête l'ensemble des signes et symptômes
que j'arrive à reconnaître une entorse de cheville ou différencier une entorse de cheville de quelque chose d'autre. C'est parce que je sais ce que c'est un lapin, pour faire référence au schéma, à l'image du lapin et du canard de tout à l'heure, que je peux reconnaître le lapin sur le dessin et le différencier du canard. Et entre guillemets, je sais quoi aller chercher. Je sais ce à quoi je dois m'attendre. En fait, dans le raisonnement clinique, il y a un système d'attente. Je sais ce qui est cohérent ou pas par rapport à cette représentation mentale qu'est le script clinique. Alors, je vous montre sur ce schéma les différentes composantes d'un script clinique tel que proposé par l'équipe de Montréal. Donc, dans un script clinique, autour de entorse de cheville, par exemple, eh bien, on a un peu une idée de l'épidémiologie. On a un peu une idée de comment ça arrive. On a une constellation de signes et symptômes associés. On sait comment le tester, on sait comment la personne se comporte, etc. On a des éléments physiopathologiques et psychosociaux. C'est-à-dire on sait quel est le mécanisme, on sait qu'est-ce qui s'est passé, on sait ce qui se passe au niveau histologique, par exemple. On a aussi des modalités d'évolution. Ça nous permet, une fois qu'on a identifié que c'était une entorse de cheville, ça nous permet de savoir, de savoir quel va être le pronostic, à peu près. On a une idée des options d'investigation, c'est-à-dire quel test on va faire pour reconnaître que c'est bien une entorse de cheville. Et puis, on va revenir dessus, on a des idées d'options d'intervention, c'est-à-dire on a une idée de qu'est-ce qu'il faut faire pour soigner l'entorse de cheville. Si je fais ce traitement, il y a des chances pour que ça améliore la situation. Et puis, on a aussi des mémoires de cas antérieurs. Alors, je voulais faire un point sur la notion de cohérence. C'est vraiment, le script clinique, c'est vraiment une référence qu'on a dans notre tête. Et c'est le sentiment de cohérence du tableau clinique par rapport à nos scripts qui va guider notre évaluation. Si on reste sur l'entorse de cheville, voilà, si tous les signes qui correspondent à l'entorse de cheville sont présents et qu'il n'y a rien de dissonant, rien de bizarre, ben on déroule. On déroule, on en vient vite à trouver que c'est une entorse de cheville et on passe vite à la rééducation. À l'inverse, si on observe des choses bizarres par rapport à l'image qu'on se fait du tableau clinique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on attend comme signe, eh bien, on doit s'arrêter, on doit être prudent et on doit explorer plus, parce que ça veut dire que voilà, il y a quelque chose qui cloche. Ça, je fais encore une parenthèse dans la perspective d'accès direct, ça va être important pour nous parce que il va falloir être attentif dans les patients qui arrivent. Est-ce que les signes cliniques sont cohérents ou est-ce que, au contraire, on sent qu'il y a quelque chose de bizarre? Voilà, ce sentiment, ça a l'air de rien. Le fait de se sentir bizarre, le fait de froncer les sourcils, ça a l'air de rien, mais c'est hyper important dans le raisonnement. Bref, si on prend l'exemple de l'entorse de cheville, par exemple, si la personne a une entorse de cheville, je m'attends à ce que la personne ait mal au niveau du ligament latéral faisceau antérieur. Si c'est le cas, c'est cohérent, donc on déroule. Si c'est pas le cas, au contraire, si la personne elle a pas mal en latéral mais en médial, c'est pas cohérent avec mon hypothèse, c'est pas logique. Et donc du coup, ça veut dire que je dois continuer d'investiguer. Et je vous mets une citation, voilà, on doit être plus prudent, on doit explorer jusqu'à une éventuelle réorientation du patient. Je vous mets une citation de Daniel Kahneman. La confiance subjective en un jugement reflète la cohérence de l'information et l'aisance cognitive du traitement de cette dernière. Bref, si vous voulez approfondir, il y a cette notion d'aisance cognitive qui va revenir. J'espère que ça va à peu près. Je continue encore un petit peu, puis après on fera un point, savoir s'il y a des questions ou des choses comme ça. Et on peut se poser la question, en tout cas, à quoi ça sert d'identifier un script de pathologie, de classe de pathologie ou autre? Eh bien, ils sont utiles parce qu'ils agissent comme des modèles en sciences. Voilà, une fois qu'ils sont suffisamment affinés et fiables, ils ont une valeur prédictive. C'est-à-dire que la météo, par exemple, elle a des modèles sur comment se comporte le climat, et donc elle sait prédire de manière plus ou moins fiable, mais elle sait prédire à peu près quel temps il fera demain. Voilà. Et ben nous, on a des modèles à l'intérieur de nous qui correspondent à une pathologie. On sait que la personne elle a ce problème-là, et on sait que si on lui fait cette option d'intervention, si on lui fait tel traitement, eh bien, il va y avoir telle réaction, il va y avoir une amélioration ou pas.
Voilà. C'est un peu ce qu'on peut imaginer là, si on imagine un modèle comme une succession de points. Voilà. On peut prédire, en fait, même si on n'a pas toutes les informations entre, on peut supposer que voilà, la valeur qui est ici, elle sera à ce point-là. Je sais pas si c'est très clair. Je vais prendre un exemple plus accessible. Voilà, c'est parce que je sais ce que c'est qu'un lapin, c'est parce que j'arrive à reconnaître un lapin euh, que je vais savoir ce qu'il va manger, en fait. J'arrive à reconnaître les grandes oreilles, les dents de rongeur, les grands yeux, les moustaches, etc., sa taille. Et donc, du coup, je sais qu'il va falloir lui donner des carottes. Encore faut-il reconnaître que c'est bien un lapin et que c'est pas un hamster et que c'est pas un cochon d'Inde parce qu'il mange, voilà, il mange autre chose. Bref, une fois que j'ai identifié la pathologie de mon patient, par exemple une entorse de cheville, eh bien j'en déduis les options de traitement associées, par exemple la remise en charge progressive. Bon, j'ai l'impression de radoter là, mais je veux bien insister sur ce point-là parce que voilà, ça me semble important. Est-ce que Flavio, tu as eu des remarques particulières, des questions que Alors, les j'ai gens une se poseraient? question de François, mais que je vais demander de reformuler. Est-ce que cohérence, c'est le fit/mur de briques de Maitland? Je crois que malheureusement, je ne maîtrise pas assez. Je me suis penché dessus sur le mur de briques. Ouais. Je crois que je maîtrise pas assez cette notion-là. Euh, je saurais pas dire ça. La notion de cohérence, c'est vraiment associé à un sentiment subjectif en mode je me sens bien. Voilà, je me sens bien parce que il y a rien dans mon environnement, il y a rien dans mon action qui me surprend. Voilà. Mhm. Euh, Si à l'inverse, je remarque des trucs bizarres, alors je me sens moins bien et alors je dois ralentir dans ce que je fais. Mhm. Voilà. Il y a Adrien qui demande une astuce systématique pour écarter, limiter le fameux biais de cohérence. Je ne sais pas s'il parle du biais de cohérence ou du biais de confirmation, Bon, mais cohérence. ça se rejoint. Euh, eh bien, on va en parler tout à l'heure. Euh, mais on peut jouer sur. Donc je ne sais pas si tout le monde voit ce que c'est. Euh, je vais anticiper du coup, vu que la question est posée là maintenant, c'est que il se trouve qu'on peut faire des erreurs de raisonnement clinique et on peut, par exemple, trop se focaliser sur une hypothèse et, euh, et ne voir que des hypothèses comme ça. C'est un peu comme si on utilisait la phrase euh, quand le seul outil qu'on a, c'est un marteau, on a tendance à tout prendre pour des clous. Voilà. Admettons que moi, je sois hyper fort en rééducation de l'entorse de cheville, mais que je sois pas bon en rééducation de tendinopathie achilléenne, par exemple, ou bien, enfin voilà, ou des pathologies qui y ressemblent. Eh bien, je vais avoir tendance à négliger un peu les informations qui viendraient infirmer l'hypothèse d'entorse de cheville et je vais privilégier les informations qui viennent confirmer les entorses de cheville. C'est un biais de confirmation. Comment on fait pour éviter ça? Déjà, on peut jouer sur les éléments de contexte, c'est-à-dire que plus on est fatigué, plus on est stressé, plus on est tendu, plus la relation avec le patient est mauvaise, c'est-à-dire au plus le patient nous énerve, au plus on va avoir envie que ça passe vite, et donc au plus on va se reposer sur nos automatismes. Voilà. Et ça, c'est très dommage. Donc, il faut créer les conditions pour qu'on puisse avoir le temps, pour qu'on puisse se poser. Donc, c'est tout bête, mais niveau de fatigue, niveau de qualité de la relation avec le patient, voilà, des choses comme ça. Deuxièmement, on peut aussi apprendre à être à l'aise avec les hypothèses alternatives. C'est-à-dire qu'on peut se renseigner sur les autres hypothèses, les voir et revoir, et donc se forcer un petit peu à mieux les comprendre, à être plus à l'aise avec. Et ça va faire que émotionnellement, au moment où je vais voir, je vais hésiter entre est-ce que c'est une entorse de cheville ou est-ce que c'est autre chose, est-ce que c'est une rupture tendineuse, euh, eh bien, vu que je serai plus à l'aise avec les ruptures tendineuses, je serai moins tenté de me précipiter vers l'entorse de cheville. Mhm. Et enfin, c'est un entraînement global aussi d'apprendre à inhiber ces automatismes, et on reviendra là-dessus plus tard. J'ai pris un peu de temps, mais de toute façon, j'en aurai parlé plus tard, donc voilà. Il y a François qui demande, et puis après on va avancer. Je ne sais pas si tu comprends la question, je ne suis pas sûr de la comprendre, mais quelle place donnes-tu à la pathologie dans ton raisonnement? La pathologie, c'est juste une étiquette, et on va rapidement s'en défaire.
Hmm. Voilà. On prendra l'exemple des McKenzistes tout à l'heure. Les McKenzistes. Des Mackenzies dans l'audience. Moi, je suis un Mackenzie d'origine. J'ai hâte d'entendre ce que tu as à dire là-dessus. Bah, en gros, on dira quasiment les mêmes choses, Ouais. mais juste ça sera sur d'autres entités cliniques que la pathologie. Voilà. Mais ça change rien du tout. Donc la pathologie, c'est juste une étiquette. Ça change rien à ce que je raconte. Ok, je te lance. Yes, on va revenir dessus en tout cas. Donc voilà, je vous disais que voilà, j'en étais où? Au final, c'est ça, catégoriser pour décider de l'action, c'est mettre les gens dans des cases et ça nous permet de savoir comment agir. Voilà. Mais je vous dis tout à l'heure qu'on ne peut pas dire voilà la pathologie, donc voilà le traitement. Et c'est là où on en vient à un autre auteur, qui est un physiothérapeute australien, qui s'appelle Mark Jones, qui a travaillé avec son collègue Rivette, j'ai oublié son prénom. Et en fait, ils ont fait des recherches sur la physiothérapie, donc, et ils ont dit qu'en fait, dans une situation clinique, il n'y avait pas que de la pathologie. Il y avait aussi tout plein d'autres hypothèses. Et donc, ils ont défini ce qu'on appelle des catégories d'hypothèses. Il en a listé 10. Et on voit on fait des catégories d'hypothèses sur les restrictions d'activité, sur la perspective du patient, sur son expérience, sur les déficits structurels ou fonctionnels, sur la pathologie, effectivement. Mais aussi, ça, moi, je trouve ça très intéressant, sur les facteurs contribuant au développement et au maintien du problème, mais aussi sur les précautions et contre-indications à l'évaluation et au traitement, et puis sur le pronostic. Enfin voilà, vous pourrez creuser, je vous ai mis la référence. Et ça, je trouve ça très intéressant. C'est parce que ça amène à comprendre que une situation de soins, c'est multidimensionnel. Alors, dans l'idée, je vais faire une petite précision. On n'est pas complètement d'accord avec certains de mes collègues dans ce que je vais dire. Mais je vais faire une sorte de simplification. Voilà, moi je vais dire en fait que pour chaque hypothèse, il y a un script. En tout cas, des manières, des principes d'action. Voilà. Quand je dis qu'il y a un désaccord avec mes collègues, c'est que pour certains de mes collègues, ils disent pas qu'il y a un script pour chaque catégorie d'hypothèse, ils disent il va y avoir des éléments du tableau clinique qui vont interagir, mais ça va ramener à peu près à ce que je dis. C'est pas un désaccord de fond. Donc l'idée, voilà, on imagine que je reçois un patient qui a une lombalgie commune. Voilà. J'identifie que le patient a ce script. Dans mon script, une fois que j'ai validé l'hypothèse lombalgie, je vois que comme option de traitement, j'ai, parmi d'autres, le renforcement musculaire. Bon. Mais il se trouve que par ailleurs, le patient, je sais qu'il consomme du tabac et de l'alcool. Et dans mes scripts, c'est-à-dire en tout cas mes principes d'action, ma compréhension du réel, alors, bon, je parlerai plus tard de didactique professionnelle, mais voilà, dans mes principes d'action, je sais que le tabac et l'alcool ralentissent la cicatrisation des tissus. Bon, c'est pas grand-chose, mais voilà, c'est l'exemple que j'avais en tête quand j'ai fait cette diapo. Et donc, du coup, cette hypothèse-là va moduler mon option de traitement. C'est-à-dire que vu que le tabac et l'alcool ralentissent la cicatrisation des tissus, je vais laisser plus de temps de repos à cette personne-là. Si j'étais avec une personne qui n'avait pas ce script-là, enfin qui n'avait pas tabagisme et alcool, au contraire qui avait une super hygiène de vie, j'aurais laissé moins de temps de repos, j'aurais mis plus de charge. Et là, on commence à être dans la personnalisation du patient, parce que du traitement au patient. L'idée, c'est de voir en fait qu'on peut avoir des interactions entre deux scripts. Si je vous prends un autre exemple, voilà, je tombe sur une personne qui a une tendinopathie et je veux lui faire des exercices de renforcement avec le protocole Alfredson. Ça, c'est mon option de traitement. Tendinopathie, donc renforcement par Alfredson. Mais j'apprends que la personne, elle a peu de soutien social parce qu'elle vit seule chez elle et donc elle a vraiment pas l'air motivée. Eh bien, je vais me dire dans ma tête qu'une personne pas motivée et qui n'a pas de soutien chez elle à la maison, ben, elle pourra pas faire des exercices en autonomie. Et donc, cette personne-là, qui a une tendinopathie achilléenne, je vais lui faire 3 rendez-vous par semaine au cabinet, en groupe avec des patients pour qu'elle soit motivée, etc.
À l'inverse, j'imagine que une autre personne qui vient, qui a une tendinopathie achilléenne, je veux lui faire l'option de traitement Alfredson, enfin voilà, renforcement par le protocole Alfredson, mais par contre, je me rends compte qu'elle est hyper motivée, elle a l'habitude de faire de l'activité physique, elle est très soutenue socialement, il y a des gens chez elle qui peuvent l'accompagner. Donc du coup, je vais me dire, je vais faire le même principe de traitement, mais je vais le faire d'une manière différente. Cette fois, je vais lui donner des exercices à faire à la maison. Et donc, c'est une séance de suivi en kiné par semaine, pas plus. Si tout va bien, je ferai une fois toutes les 2 semaines. Et la personne, elle se gère. Même pathologie, mais des traitements qui ont une approche radicalement différente. Tout ça parce qu'on a réussi à identifier chez le patient des dimensions différentes qui me donnent des principes pour agir et des principes pour moduler mes options de traitement. Voilà. Et des interactions comme ça, il y en a des centaines dans une rencontre clinique. Si vous reprenez les exemples donnés en début de présentation, quand je vous parlais de personnes lombalgiques ou qui avaient une attelle, eh bien, voilà, il y avait au moins 4 ou 5 interactions possibles. Bref, tout ça, en fait, cette combinaison de scripts, c'est ce qui amène à ce qu'on voit dans la case représentation dynamique du problème, ou en tout cas représentation initiale, puis dynamique, puis stabilisée. C'est l'idée de on se fait une image, et cette image, elle est profondément complexe, au sens de la complexité d'Edgar Morin. Voilà. Tac, tac, tac. Où j'en suis, je vais peut-être gagner un petit peu de temps. Voilà. Donc, je vais faire une petite parenthèse. Et on va revenir sur la complexité tout à l'heure. Je vais faire une petite parenthèse pour parler de BP. Il se trouve que des travaux scientifiques, il y en a sur tous les domaines. Il y en a sur tous les domaines et en fait, ça va consolider, ça va nous donner plein d'informations sur la réalité. Ça va nous donner notamment plus d'informations sur toutes les composantes du script. La science, elle peut venir consolider toutes les composantes du script, et elle peut venir aussi consolider quelles interventions thérapeutiques on peut faire, comment on évalue de manière pertinente les résultats, et voilà, des connaissances aussi de fond. Je suis en train de regarder l'heure, et je suis en train de me demander comment on est niveau timing, du coup. On est Flavio. déjà à l'heure là. Ouais, on est déjà à l'heure. Alors, je vais sélectionner les quelques informations que je voulais vous dire. Et après, on passera aux questions. Je voulais juste vous dire que dans la pratique kiné, dans la pratique clinique, c'est normal d'avoir de l'incertitude. Voilà. En raison de théories développées très bien explicitées par Edgar Morin, c'est normal de ne pas tout savoir. Et en fait, on peut quand même agir. Mais je voulais vous dire que même les experts font face à de l'incertitude, même les experts ne savent pas tout. Et ça ne les empêche pas d'agir. Donc, je vous parle de ça, moi, ça me touche particulièrement parce que moi, je me suis senti nul pendant des années parce que je pensais en fait, je me rendais compte qu'il y avait plein de choses que je savais pas à chaque rencontre avec mes patients, à chaque séance de soins. Et en fait, j'étais très content de savoir que, je pensais en fait que les experts savaient tout. Mais c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Même les experts font face à de l'incertitude. Et pourtant, ils arrivent à être à l'aise avec. Et il y a un concept qui est important, qui a été mis en place proposé par Nguyen et Raymond Carrier. C'est la notion d'incompétence consciente partagée. En fait, quand on accepte de ne pas tout savoir, quand on accepte d'avoir de l'incertitude, eh bien, on a de meilleures performances cliniques, on arrive à avoir une meilleure réflexivité que quand on essaye de tout savoir. Je voulais vous en parler. Et la deuxième remarque que je voulais faire, c'était que la rédaction d'un diagnostic kiné, pour transmettre à un collègue, par exemple, ou bien un autre professionnel de santé, en raison de la complexité de la représentation du problème que j'ai évoqué à l'instant, eh bien, c'est forcément quelque chose de singulier, de contextuel, presque de quelque chose de littéraire et non standardisable. Je vous dis ça parce que moi, j'ai aussi pendant longtemps cherché à
à standardiser mes bilans, standardiser mes courriers, et je me rendais toujours compte que c'était pas possible. Et c'est normal, c'est pas possible parce que dans une situation de soins, il y a à chaque fois des dimensions qui sont différentes. Chaque dimension apporte des principes de travail et prennent un poids qui est différent par rapport aux patients d'avant ou par rapport à des situations similaires. Et donc, rédiger, écrire un diagnostic kiné, c'est forcément quelque chose de littéraire. Voilà, j'aurais encore plein d'autres trucs à dire, mais il va être temps de passer aux questions. Donc, je vais m'arrêter et voilà, je vais être à votre écoute. Super, merci beaucoup Raphaël. On va prendre les questions. Il y en a une de Marguerite qui nous dit question pour toi Raphaël. Est-ce que tu vois des limites au modèle PRC de Montréal et si oui, lesquelles? N'hésitez pas à poser vos questions en attendant, comme ça je les envoie à Raphaël. Yes, je vois une limite, pour moi la limite très claire, c'est que c'est un modèle euh, qui n'est pas... La limite principale, c'est la question de la précision sur certaines situations. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des situations des situations de soins où on ne retrouvera pas le modèle de Montréal. Et là, on se rendra compte qu'il a de moins bonnes capacités descriptives. Ce modèle-là est un moins bon descripteur que le modèle bayésien, par exemple, qui est un très bon descripteur, parce qu'on a trouvé des contre-exemples. Voilà. Ça n'empêche que globalement, pédagogiquement, en fait, oui, il y aura des situations. On peut présenter ce modèle-là. Tu vois, oui, il y aura des situations où on n'aura pas fait l'étape 2 et 3 parce qu'on sera déjà directement passé à la suivante. Et enfin voilà, la limite, c'est essentiellement celle-là. Mais sinon, je pense que voilà, de toute façon, il faut l'aborder avec souplesse. Hein. Mais voilà. Merci. Il y a Jean-Philippe qui dit n'oublie pas ton exemple sur la méthode McKenzie. Oui, eh bien c'est parti. Bon, Les McKenzistes, eux, quand ils font leur bilan, de ce que j'ai compris, hein, parce que je ne suis pas officiellement formé en McKenzie, donc je ne suis pas formé en McKenzie, j'ai juste lu dessus. En fait, eux, ils ne s'intéressent pas spécialement aux pathologies. Les McKenzistes, eux, ils veulent juste mettre dans des classes, dans des catégories, et ils savent que si je mets la personne dans la catégorie dérangement, par exemple, je ne suis pas sûr que ce soit le bon terme, mais voilà, eh bien, je vais manager les choses de telle manière. Je vais devoir faire des mouvements répétés en recherchant une centralisation, etc. Et donc, je vais avoir des principes d'action. Si la personne est dans la dysfonction, je vais avoir d'autres principes d'action. Mais ça sera toujours le même principe. Je mets la personne dans une case. Ça me donne des options de traitement. Parce que deux personnes qui ont un dérangement, eh bien, elles vont pas du tout être traitées de la même manière. Elles vont être traitées aussi en fonction des autres dimensions qu'ils présentent. Je sais pas, en fonction de la motivation, en fonction de la représentation que la personne a sur sa pathologie. Eh bien, on va pas, les McKenzie vont pas donner les mêmes exercices de la même manière précisément. Donc, la pathologie enfin, que ce soit la pathologie ou que ce soit la catégorie clinique dans laquelle on place les gens, donc dérangement, ça va donner une option de traitement qu'on va moduler en fonction d'autres dimensions. Ok, merci. J'espère que ça répond à la question, Jean-Philippe. Il y avait une question de Frédéric qui dit est-ce que cela ne signe pas pour de bon l'intérêt à parts égales entre approche qualitative et quantitative? Clairement, alors ça, j'adore parler de philo des sciences, mais j'aime bien faire un schéma. Tiens, je vais peut-être arrêter le partage d'écran et faire un whiteboard. Euh, je sais pas si c'est possible. Je crois que tout le monde peut écrire, mais je suis pas sûr. Moi, j'aime bien faire un schéma en disant que pour un même objet de recherche, voilà, hop, il peut y avoir différentes disciplines qui bon, on voit pas très bien. Je vais arrêter le whiteboard. C'est bien. Non, c'est bien, on voit là, parce que moi, ça scintille un peu. Bref, pour un même objet de recherche, on peut avoir différentes disciplines. Si un exemple que je trouve toujours amusant, c'est si on prend un fruit comme une noix, eh bien, cette noix, je peux l'étudier sous différents angles. Je peux l'étudier sous un angle mathématique en décrivant la forme géométrique qu'elle a. Je peux l'étudier sous l'angle physique, qu'est-ce qui se passe. Je peux décrire qu'est-ce qui se passe quand je lâche la noix et qu'elle tombe sur le sol. Je peux la décrire sous un angle artistique, en disant qu'est-ce que ça me fait comme émotion quand je regarde cette noix. Et je peux la décrire sous un angle culinaire, en disant avec quoi je vais
associer cette noix pour avoir un bon gâteau au chocolat ou des choses comme ça. Et c'est stupide, ce serait stupide de dire que le cuisinier a plus raison par rapport au mathématicien, parce qu'ils ne disent pas les mêmes choses. Cette logique-là, qui est un principe de base en épistémologie, c'est-à-dire en philo des sciences, c'est quelque chose qui pour moi, fondamentalement, réconcilie le quali et le quanti. C'est-à-dire que quoi que fasse le quantitatif, ils ne pourront jamais dire ce que le qualitatif dit. Et quoi que fait le qualitatif, il ne pourra jamais dire ce que le quantitatif dit. Donc effectivement, ayons un regard sur notre objet de recherche, donc en l'occurrence le raisonnement clinique, avec ces différentes approches, combinons-les. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout mettre à égalité, ça ne veut pas dire qu'il faut être dans une sorte de relativisme mou, tu vois, à tout prendre. Mais dans l'idée, combinons ces éléments-là, combinons ces différentes sciences pour avoir un regard le plus juste possible. Mais c'est un sujet que j'aime beaucoup et qui me mobilise beaucoup parce que je suis aussi très en colère contre l'image négative que peut avoir le qualitatif. Donc bref, merci pour cette question et j'espère que j'ai donné des éléments de réponse. Très chouette. Dans le WooClap Tessie demande, tu as parlé de concept pragmatique. Ça signifie quoi? Alors, les concepts pragmatiques, c'est un travail de didactique professionnelle. L'idée, c'est de se dire que dans notre activité professionnelle, on développe, on arrive à développer, grâce à l'expérience, des savoirs qu'on ne comprend pas nous-mêmes. Je vais vous donner une expérience qui a été faite par Piaget, ce psychologue du développement, avec des enfants. Il a proposé à des enfants de rentrer dans une pièce et il leur donnait une fronde, vous savez, une sangle en cuir, comme ça, avec une balle de tennis et une cible. Il leur disait, c'était des enfants qui ne savaient pas faire de la fronde, et il disait, voilà, tu t'entraînes autant que tu veux, et tu lâches, tu t'entraînes autant que tu veux, et jusqu'à arriver à envoyer la balle sur la cible. Les enfants s'entraînent, au bout d'un moment, ils y arrivent, et à ce moment-là, Piaget rentrait dans la pièce et demandait alors, explique-moi comment tu as fait. Et les enfants, ils posaient la question, Piaget, explique-moi comment tu as fait et dis-moi notamment quand est-ce que tu as lâché la sangle. Et les enfants, ils disaient, ben voilà, moi j'ai lâché la sangle au moment où la balle était au plus proche de la cible. Ce qui est en fait faux. Les enfants, pour réussir, ils doivent lâcher la balle au moment où elle est au niveau de la tangente au cercle qui va en direction de la cible. Donc en fait, les enfants arrivaient à agir, ils arrivaient à faire quelque chose sans avoir compris comment ils agissaient. Eh bien, ce que la didactique professionnelle montre, c'est que en fait, les experts, particulièrement les experts, ont ce truc-là, c'est que ils ont des savoirs qui sont très fins, de grande qualité, mais qui ne sont pas qu'ils n'ont pas appris eux-mêmes et ils n'en ont même pas conscience eux-mêmes. Et la démarche de didactique professionnelle, c'est de rendre compte de ces concepts pragmatiques. Et je me permets juste ouais, je ne sais pas si j'ai le temps. Ouais, je me permets de faire la remarque. C'est comme quand on dit bonjour. Imaginez que vous êtes dans un couloir et un long couloir et que vous voyez quelqu'un qui arrive en face. Et vous allez vous poser la question de comment il faut lui dire bonjour ou pas. Voilà, comment il faut lui dire bonjour. Et donc, du coup, si la personne, elle est à 50 mètres de vous, vous n'allez pas lui dire bonjour parce qu'elle est trop loin. À l'inverse, il y a un moment où elle est suffisamment proche de vous pour lui dire bonjour. Et si elle se rapproche trop de vous, eh bien, vous êtes trop près. Ça fait bizarre de dire bonjour à quelqu'un alors qu'on est juste à côté. Donc, ça veut dire que pour dire bonjour, il faut prendre en compte la distance. Mais aussi, est-ce que vous allez dire bonjour à quelqu'un qui vous croise dans le couloir mais qui ne vous regarde pas? En fait, non. Vous allez dire bonjour à la personne uniquement si d'abord elle vous regarde, donc elle est disponible, et elle va dire bonjour. Donc ça veut dire que pour dire bonjour, il faut prendre en compte la distance et le regard. Est-ce que vous allez dire bonjour à la personne si vous l'avez déjà croisée avant? Non, ça veut dire que pour dire bonjour à la personne, il faut qu'on prenne en compte la distance, le regard, mais aussi le statut de cette personne. C'est-à-dire, est-ce que je l'ai déjà croisée dans la journée avant? Et donc, du coup, ça ne le fait pas de dire bonjour deux fois, quoi. Et puis, allez, un dernier, puis après j'arrête. Admettons que vous êtes dans la rue avec plein de gens, vous n'allez pas dire bonjour, vous êtes, je sais pas, dans une grande ville, et voilà. Est-ce que vous allez dire bonjour à tout le monde? Non, parce que ça fait trop de gens, donc ça va dépendre aussi de la densité de personnes, du contexte de personnes. Donc, un simple truc comme dire bonjour, ça dépend de la distance, du regard, du statut de la personne dans la journée et du contexte. Eh bien, la didactique professionnelle cherche à
documenter tous ces éléments sur lesquels on s'appuie pour dire bonjour. Et en l'occurrence, documenter tous ces éléments sur lesquels on s'appuie, par exemple, pour construire une alliance thérapeutique, pour faire un geste technique, pour recueillir des informations. Et ça, c'est des choses qui sont inconscientes chez nous et qui pourtant ont beaucoup de valeur. Bref, c'était ça la didactique professionnelle. J'arrête, je te rends la parole. Il y a d'autres questions, dont une très intéressante de Luce qui nous dit: quand le patient est dans une errance thérapeutique, il ne rentre pas dans toutes les cases, il est souvent angoissé que personne ne mette un nom sur sa pathologie. Comment lui dire qu'on peut agir sur ses douleurs sans mettre un nom sur sa pathologie? J'ai l'impression que nommer la pathologie, c'est parfois apaiser. Très, très juste. Alors ça, c'est c'est une très très bonne question. En fait, je pense que là, j'ai un niveau de certitude assez faible sur ce que je vais dire. Mais je pense que ce qui compte, c'est pas tant de nommer la pathologie. Ce qui compte, c'est que la personne se sente apaisée dans la compréhension de son problème. Et par exemple, je vais vous donner des exemples de discours. Je vous parlais d'incertitude. On peut gérer l'incertitude si on n'a pas trouvé la pathologie, par exemple, en identifiant les facteurs favorisant une situation, et ça donne des pistes pour agir concrètement. Ou bien on peut, si on n'a pas réussi à trouver quelle est la pathologie, on peut au moins dire qu'on a compris à peu près qu'est-ce qu'il fallait faire. Donc, on peut tenir des discours comme celui-ci: Madame X, je ne sais pas exactement ce que vous avez. Mais par contre, je sais que c'est un problème mécanique, je sais qu'il est bénin, et je sais qu'il est de bon pronostic. Et il va falloir faire du contrôle moteur pour le traiter. Certes, on n'a pas mis le mot sur la pathologie, mais on a déjà donné l'impression d'avoir une certaine maîtrise, d'avoir ce qu'on appelle, quand on s'intéresse au vocabulaire des émotions, un potentiel de maîtrise. On a augmenté le potentiel de maîtrise. On peut tenir des discours comme Monsieur Y, voilà, je ne sais pas précisément le diagnostic de votre problème, mais c'est clairement des douleurs inflammatoires que vous avez là, et vous avez besoin de repos et de modifier votre pratique sportive, qui est actuellement un facteur de douleur. Bon, en te disant ça, j'ai conscience, moi je pense que je réponds pas complètement à ta question, et je pense que tu as raison sur le fait qu'il y a des gens à qui ça fait du bien. Des fois, nommer la pathologie, ça aide à apaiser les personnes, mais des fois, c'est pas juste nommer la pathologie. Parfois, ce qui peut être important derrière, c'est le fait d'avoir une capacité à agir et une capacité voilà, à savoir le pronostic, par exemple, des choses comme ça. Mais c'est une question très importante, très compliquée, et je n'aurais pas la prétention de pouvoir y répondre avec certitude. Yes. Allez, on va prendre une dernière question. Est-ce que tu peux revenir sur le double processus SIM et SIF? Alors, double processus, c'est Système 1, Système 2. Système 1, Système 2, c'est un livre de Daniel Kahneman qui nous... Ouais, très court, très court. Ok. Voilà, en gros, Système 1, Système 2, c'est pour dire que on a Système 1. Mais en fait, je ne vous ai pas partagé mon écran. Bref, Système 1, Système 2, c'est l'idée que en fait, naturellement, on fonctionne avec des automatismes. Et que le système 1, c'est un système automatique. Système 2, c'est les moments où on se rend compte qu'il y a un truc incohérent, dont je vous parlais tout à l'heure, et qu'il faut s'arrêter et réfléchir et ralentir. Système 1 et système 2, c'est ça. C'est que quand on réfléchit, on alterne entre le mode automatique et le mode on ralentit. Et tout l'enjeu, c'est d'apprendre à quel moment il faut basculer à quel moment il faut basculer vers le système 2 et à quel moment c'est OK de rester au système 1. Et SIM et SIF, SIM, c'est classification internationale des maladies et classification internationale du fonctionnement. Yes, parfait. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Ça a été assez dense en informations. J'espère que ça vous a éclairé sur pas mal de choses sur le raisonnement clinique, sur les différents concepts. En tout cas, ça nous a fait bien réfléchir. Je vous invite aussi à lire le livre Système 1, Système 2, mais par contre, c'est un gros chapitre. Un gros volume, pardon, pas chapitre, mais très gros volume. Donc voilà. Écoutez, merci beaucoup. On va devoir stopper là parce que voilà, c'est déjà près d'1h30 de webinaire. On va essayer de le garder synthétique. Il y aura plein d'autres occasions de se recroiser. Merci à tous d'avoir été là ce soir. Je vous envoie le webinaire d'ici 2-3 jours, le temps de exporter la vidéo, la mettre sur YouTube, découper, machin.
En tout cas, c'était un grand, grand plaisir à tout le monde. Merci pour votre intérêt dans ces notions qui sont très avancées quand même. Merci à Raphaël pour ton temps, ta dispo et toutes ces Avec notions hyper plaisir. intéressantes. Et je vous dis à très bientôt tout le monde. Bye bye. Voilà, et puis je couperai là. Merci beaucoup Raphaël. Ben, merci à toi. À très bientôt. Et Voilà, puis très heureux. qui veulent approfondir encore plus, bah, vous pouvez rejoindre Raphaël dans sa formation qui a lieu fin septembre, 30 septembre, 1er octobre. C'est ça. Voilà, on va rentrer dans du concret et puis ça va être voilà, ça va être très chouette pour passer un cap. Raphaël, si tu veux rajouter un petit truc par rapport à Ben, ça. un petit truc, c'est que voilà, merci pour ce retour, comme quoi c'est beaucoup d'informations. Moi, je me rends pas compte parce que je manipule ça au quotidien. C'est Euh, de l'expert, ça. ouais, c'est ça. En tout cas, merci pour votre participation. Une petite info complémentaire pour les personnes que ça intéresserait. J'avais déjà fait une vidéo, un enregistrement vidéo qui est disponible sur ma chaîne YouTube et que je vous partage volontiers si vous voulez reprendre les choses calmement. Mais voilà, merci pour votre dynamisme et puis au plaisir de reparler de ça avec vous si je vous croise. Trop, trop bien. Merci beaucoup, Raphaël. Merci à toutes et à tous. C'était vraiment chouette. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.